Bonjour à toutes, bonjour à tous. On attend quelques instants que tout le monde arrive. J'espère qu'on va commencer le webinaire dans les 3-4 prochaines minutes. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour Thomas. Bonjour. Bon, On je suis à vous la entend bourre pas. complet. Hop, est-ce que vous Il y a un avez... problème de son. T'as un problème de son. Ah, ok. Est-ce que c'est mieux là? Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends, oui. Moi, je t'entends pas par contre. Ah, attends. Est-ce que là c'est mieux? Moi, j'entends bien. T'entends bien? Ah, c'est Toujours Rana les qui m'a aléas dit du que... direct. Est-ce que tout le monde... Donc, hop. Non, personne là? Oui, moi, je peux vous entendre. Ok. Ah, vous entendez Thomas? D'accord, je crois qu'en fait, il n'y a que moi qui t'entends pas, Thomas. Ah bon, c'est bon. Bon, c'est bon. C'est moins problématique. Donc, c'est Alors, chez attends, moi et tout le monde t'entend. C'est bon, tu peux y aller. Ok. Alors, attendez, parce que j'essaie un nouveau truc, là. Je partage mon écran. Donc, partager l'écran. OK. Tout l'écran. Désolé, Thomas, par rapport à l'introduction, donc on est tous Oui, un petit non, mais peu... pas de souci. J'ai raté. Ouais. On est tous un peu dans le rush, mais bon, il n'y a pas de souci, tout le monde est... On comprend Non, il n'y a tous. pas de souci. Alors, attends, hop. Est-ce que si je fais ça, est-ce que tout le monde le voit? Moi, en tout cas, je le vois. Ok, lire sur ce Mac. Hop. Est-ce que vous voyez une ou deux diapos là? Là, on voit 2 diapos. Ok, ça marche. Là, on voit... Ouais.
Le problème que je vais avoir, c'est qu'effectivement, je vais... Normalement, tu peux changer le display, je crois. On peut switcher. Ouais, je vais arrêter le partage là. Je vais partager. Et je vais pas partager l'écran. Je vais partager une fenêtre. Qui va être... Il n'y a pas trop de neige à Clermont-Ferrand? Ça va, ça se maintient, mais... Alors, là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. Non, là, ça marche pas. Hein. Ok. Non, ça marche pas. Ok. Bon, bah tant pis, je vais le faire en mode... Toc, toc. Alors. Là, là. Là, c'est parfait, ouais. Ok, là, c'est bon. Sauf que... Tu vois pas tes slides qui arrivent? Hop, ouais, je vois pas mes slides qui arrivent, mais c'est pas grave, je vais faire une autre chose. Je vais faire comme ça. Et j'appuierai en même temps. J'ai fait mon master comme ça allait très bien. Toc. Alors. Donc avant que Thomas commence à faire sa présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le chat qui est sur le côté, vous avez déjà tous interagi, donc c'est très sympathique. N'hésitez pas à poser vos questions, moi, ça me permettra d'avoir une interactivité avec Thomas et de poser vos questions. Donc soit on les pose à la fin, Thomas, comme tu le souhaites, soit je t'interromps, comme tu veux. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que éventuellement, c'est des questions qui sont en lien avec la slide du moment. Je peaufine et j'affine le discours. Sinon, après, on peut faire peut-être plutôt à la fin, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué à gérer. D'accord, on fait comme ça alors. Ok. Et ben, Alors, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi pour ce petit cafouillage de démarrage. Les aléas du direct, les aléas de je suis en vélo pendant encore quelques temps, faute à une sécurité routière un peu trop intrusive. Du coup, je me permets de... Voilà, aujourd'hui, ce soir, on va un petit peu débattre et discuter de la lombalgie. Alors, lombalgie dans sa globalité, mais plus précisément, puisque c'est un peu ma sensibilité et mon appétence pour ça, plus la lombalgie en lien avec la course à pied. Tout d'abord, en fait, ce qu'il faut s'entendre, c'est quel est le terme, en fait, quand on parle de lombalgie, c'est quoi la définition de la lombalgie? En gros, je pense qu'il faut se référer à des définitions relativement simples, notamment, en fait, pour celles qui travaillent dans la santé et les pros de santé, à celle de l'assurance maladie, qui correspondrait finalement à une définition simple qui voudrait que c'est un mal de dos qui se situe globalement au niveau des vertèbres lombaires avec une lombalgie plus ou moins répandue sur une zone, mais relativement stricte, qui serait les lombaires. La grosse problématique en lien avec finalement le coût de santé, en lien avec cette lombalgie, c'est finalement le passage à la chronicité. Parce que ce qu'il faut comprendre, la définition de la lombalgie chronique pour l'HAS, c'est peur de plus de 3 mois avec irradiation, éventuellement dans la fesse, la jambe jusqu'au genou et exceptionnellement un peu plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lombalgie a un coût de santé exorbitant. Ça survient finalement, ça touche un petit peu tout le monde, les riches et les pauvres. Et il faut comprendre que la lombalgie, et l'incapacité lombalgique depuis les 30 dernières années a extrêmement augmenté puisqu'elle est passée elle a augmenté de plus de 54%. C'est actuellement la cause d'invalidité la plus importante dans le monde. On va revenir sur les drapeaux rouges, mais une lombalgie, on va dire commune, elle a des symptômes multiples. On y reviendra plus tard. Il y a bien sûr des augmentations d'un risque de développer une lombalgie qui sont en lien avec l'emploi physique, la comorbidité physique, mentale. Mais mentale, on va y revenir parce que c'est intéressant. J'ai dû trouver deux, trois papiers scientifiques sur le sujet qui sont assez intéressants. Et bien sûr, les fumeurs, les obèses. Mais bon, si c'était leur seul problème, la lombalgie, ça serait génial. Faut comprendre que d'un point de vue classique, dans une population lambda, on a plus de 50% de la population qui est âgée entre 30 et 64 ans qui auront souffert d'une lombalgie dans les 12 derniers mois. Donc ça touche à petit peu près tout le monde. Là, c'est une étude transversale sur une population française. Globalement, il faut comprendre qu'on a à peu près la même proportion dans les pays à fort pouvoir d'achat. Chez les sportifs, en fait, on a à peu près la même prévalence, et que finalement, on se rend compte que, il y a à peu près la moitié, enfin une bonne proportion de sportifs qui peuvent être touchés d'une lombalgie, mais elle est un poil moindre par rapport à une population classique. Les études que je cite là, Trompeter et je vous laisse, le soin je me lancerai pas dans le nom de l'auteur de la deuxième étude.
Farzine pour son prénom. Et là, l'idée, c'est qu'on se rend compte que l'hétérogénéité des études, on a un peu de mal finalement à standardiser quel sportif va être le plus touché, même si sur les études que j'ai pu regarder, on a un peu plus de rameurs qui sont touchés et les moins, ça serait les triathlètes, peut-être par, on va dire, la multiplicité des contraintes du triathlète. Il a d'autres problèmes, mais ça ne va pas être la lombalgie. Un truc simple, l'évolution naturelle, ou tout du moins naturelle, mais globalement avec qui respecte les guidelines de la lombalgie. On va se rendre compte qu'un taux de guérison d'une lombalgie aiguë non spécifique, c'est-à-dire la majeure partie de nos lombalgies qu'on peut traiter dans un cabinet de kiné, le taux de guérison il est assez bon finalement puisqu'on a une guérison totale dans les 6 semaines de environ 90 des lombalgies qui vont à peu près plutôt prendre bonne tournure. Donc on évite finalement le catastrophisme. La lombalgie aiguë non spécifique, c'est celle qu'on aura validée une fois qu'on aura écarté ce qu'on appelle nos drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, c'est, alors pour ceux qui sont moins sensibilisés à ça, c'est finalement quels sont les signes qui vont augmenter notre spécificité de se retrouver face à une pathologie grave lombaire. Donc je vous ai mis à droite l'ensemble des drapeaux rouges qui pourraient nous obliger, entre guillemets, nous orienter vers une guideline différente d'une prise en charge classique de lombalgie. Et on se rend compte que il y en a effectivement, mais une fois qu'ils sont une grande majorité des lombalgies sont hors drapeau rouge, mais c'est ce qui doit nous aider à référer le cas échéant quand on a des drapeaux rouges associés. Et la multiplication de ces signes vont nous amener à avoir une, une action thérapeutique ou tout du moins une orientation thérapeutique différente de la lombalgie commune. Faut comprendre que maintenant, actuellement, alors même si effectivement on va dire le consensus scientifique et les applications terrain chez un professionnel de santé prennent à peu près 20 ans entre les guidelines des spécialistes et la prise en charge et la prise en compte dans une pratique classique, c'est à peu près 20 ans. Maintenant, on commence à une plus ou moins claire sur comment doit traiter une lombalgie de façon classique. Ce qui est important, c'est que je reviens juste alors vous verrez qu'à droite, il y a des drapeaux jaunes. Les drapeaux jaunes, alors les drapeaux rouges, je viens de les évoquer. Les drapeaux jaunes, c'est en lien avec tout ce qui va être, la sphère, biopsychosociale du patient, en lien avec, éventuellement ses mythes et réalités sur la lombalgie, s'il est plus ou moins, l'anxiété, la kinésiophobie, la catastrophisme, mais auquel le professionnel de santé participe grandement malheureusement. La prise en charge classique, d'une lombalgie aiguë chronique, dont on va éviter qu'elle passe dans la chronicité, c'est effectivement cet algorithme qui est relativement simple, avec des drapeaux rouges et en fonction de notre algorithme, on va s'orienter vers une lombalgie mécanique simple. Ce soir, on va essentiellement parler de cette lombalgie mécanique simple et quelle stratégie on met en place pour la traiter. Le problème qu'il va avoir, c'est plus on est précoce, plus on est en lien avec les recommandations, d'un consensus d'experts sur le traitement de la lombalgie, plus finalement on va avoir une facilité à éviter de rendre la chose chronique. Chronique, peut-être que certains, utilisent ce questionnaire-là. Ce questionnaire, c'est le Start Back Test et ce Start Back Test, il est en lien avec justement, cette capacité à éventuellement basculer dans de la chronicité ou pas. Hem, Important, puisqu'en fait, on est en France et globalement, le coût des examens complémentaires est relativement, faible et finalement, on se rend compte qu'une étude qui est super intéressante, celle de Schreim, qui est sortie il y a pas très longtemps là, en novembre 2021, qui a fait valider que, en gros, l'IRM précoce, dans les 4 à 6 semaines de prise en charge conservatrice, c'est-à-dire, globalement, la durée de guérison d'une lombalgie classique, donc hors drapeau rouge et en fait est associé à une augmentation du nombre de jours d'incapacité fonctionnelle du patient. Ils ont pris 2 groupes, un groupe sur lequel ils ont, déclenché précocement un IRM et un groupe finalement où ils sont restés conservateurs. Ils ont commencé la stratégie de rééducation, une prise en charge classique et ben, on se rend compte que le groupe sans IRM a eu un nombre de jours d'incapacité plus faible que le groupe avec IRM précoce. Donc en fait, l'IRM qui est finalement un outil précieux, mais peut-être un petit peu trop sensible et pas assez spécifique, doit juste servir, heu,
pour exclure une pathologie grave et non pas inclure des pathologies sans drapeau rouge. OK? Il faut comprendre que, l'IRM n'est qu'une, on va dire qu'un je veux dire qui on va dire qui est un selfie du moment de votre colonne, sans que pour autant on puisse relier finalement vos symptômes à, ce qu'on va avoir à l'imagerie. Donc clairement, l'IRM de façon précoce, on a tous le patient, «Oui, j'ai mal au dos, mais je suis allé voir mon généraliste pour qu'il me fasse faire un IRM». On a tous cet exemple, qui finalement est complètement contre-productif, voire même plutôt délétère pour une stratégie à long terme. Un truc important également sur les mythes et réalités, parce que finalement, on se rend compte que le professionnel de santé, il va avoir un impact énorme sur la façon dans laquelle va être gérée la lombalgie et notamment sur sa capacité à ne pas le rendre chronique. Et cette étude de Darlot, là, de 2012, qui est relativement ancienne, mais finalement, on se rend compte que bah, elle est encore plus elle est plus en vogue et plus finalement liée à notre pratique quotidienne. On se rend compte qu'il existe une association relativement forte entre les croyances et les attitudes du professionnel de santé et la gestion clinique des patients atteints de lombalgie. Donc tout intérêt finalement aux professionnels de santé à se tenir à jour soit des dernières recommandations, soit finalement d'être pointu sur la pathologie qu'il est en train de traiter. Et par rapport à ça, on a ce qu'on appelle l'étude de O'Sullivan qui est relativement intéressante parce que en fait, elle valide 10 faits et 10 idées reçues et mythes sur, en fait, finalement, la lombalgie. Donc, je vous invite, elle est sortie dans le BJSM, c'est une étude quand même de bonne qualité, c'est une revue systématique et en fait, il a fait une revue de la littérature sur, quels sont les mythes qui sont ancrés dans la tête de nos professionnels de santé et moi-même, quand faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la plupart des pros de santé de 40 ans, je pense que j'utilise quasiment, 20 et encore je suis sympa, de ce que j'ai pu apprendre à l'école et que en gros, ce qui me reste aujourd'hui, c'est peut-être mon raisonnement et ma et justement le fait d'être conscient que la science bouge et que certaines choses qu'on inculquait comme, gravées dans le marbre il y a en début des années 2000, bah, finalement ont relativement volé en éclats au jour d'aujourd'hui. Donc, finalement un pro de santé qui s'enferme pas dans une pratique clinique, ça permet finalement, si on extrapole un peu ces études-là, de diminuer la durée d'incapacité du patient. Donc, je suis sympa, je vous ai mis en lien, les 10 faits de O'Sullivan traduits en français. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, très prochainement, je la mettrai en lien. Mais typiquement, si j'en prends un au pif, hem, le mal de dos ne vient pas d'une mauvaise posture. Une douleur d'effort ne signifie pas que ce dernier abîme votre dos et ainsi de suite. Je le mettrai pour ceux qui seront sur les réseaux, ça devrait tomber dans les prochains jours. S'il y a un domaine dans la physiothérapie et qui on va dire dans lequel on trouve d'énormes mythes et de réalités cliniques, ça va être la lombalgie et encore plus quand on l'associe à la course à pied. La course à pied, heu, est clairement une, discipline dans lesquelles les idées reçues sont énormes et la lombalgie, bah, pourquoi? Peut-être parce que ça touche le dos. On a quand même énormément d'idées reçues, soit de la part des patients, soit de la part des professionnels de santé comme on a pu le voir. Première chose, sur les mythes et réalités, les coureurs ont davantage mal au dos. Alors je vous cache pas qu'à la base, je voulais faire un caout, pour ceux qui connaissent un caout. Bon, j'avoue que j'ai été un peu pressé par le temps, mais qu'un jour il y aura un beau caout et on pourra être un peu plus interactif que cette présentation relativement, scolaire. Il faut comprendre qu'il y a La prochaine fois, on pourra le faire, hein. ah bon, On peut faire des sondages. on les préparera. On les Heu prépare. cette étude en fait qui est assez intéressante que de Baseli là sur en fait finalement qu'est-ce il a essayé de savoir si finalement les coureurs à pied sont plus, touchés par, la lombalgie et en fait on se rend compte qu'il y a une prévalence plus faible, que dans une population générale de même âge. La prévalence de la lombalgie chez le coureur semble être indépendante de la distance parcourue. En effet, finalement, si vous courez plus, vous n'êtes pas plus à risque d'avoir une lombalgie par rapport à, quelqu'un qui court moins. Il a, on va dire, et quelques facteurs de risque éventuels. Alors, autant je suis raccord avec les 2 premiers, un IMC supérieur à 24 et une taille plus élevée,
Mais alors, l'hypoextensibilité des fléchisseurs, le test Thomas, bon, il l'a identifié, mais avec un P pas très significatif. Et des assouplissements prolongés avant l'entraînement. Je dirais que le plus gros problème des assouplissements prolongés avant l'entraînement n'est pas forcément uniquement en lien avec une augmentation du risque de lombalgie, mais ça en fait partie. Pour l'IMC, ce qui est intéressant, c'est que ça, j'ai beaucoup tendance à le donner à mes patients, qui disent j'ai mal au dos, mais bon, j'ai pris du poids, c'est un peu normal. Alors peut-être que ce qui est incriminant, c'est pas forcément le poids, mais c'est les raisons de la prise de poids. Souvent, on prend plus de poids parce que si je prends l'exemple du crossfitter, qui aura peut-être une prévalence d'avoir une lombalgie, mais ça on y reviendra, mais quelqu'un qui va se mettre à la muscu et qui va prendre 10 kilos dans l'année, il va pas avoir plus mal au dos qu'avant qu'il les prenne les 10 kilos. C'est par contre quelqu'un qui est sédentaire, qui était actif et qui va prendre 10 kilos, peut-être ce qui est incriminé, c'est pas forcément la prise de poids, mais le fait qu'il ait moins bougé et finalement qu'il soit plus à risque de développer cette lombalgie. Bon, ça c'était un petit aparté en passant. Le 2e idée reçue, en prévention, fais des abdos. Ça, on l'a entendu, fais des abdos, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, bah, finalement, on se rend compte que les gens qui sont lombalgiques, donc cette étude, que j'ai tirée, pareil, hein, je vous laisse, le soin de prononcer à votre façon l'auteur de l'étude. Heu, En fait, on se rend compte que les patients lombalgiques ont un ratio musculaire abdos-spinaux inversé par rapport à des patients non symptomatiques. C'est-à-dire que vous avez un ratio qui voudrait que les spinaux soient plus forts que les abdos. C'est un peu comme ceux qui font de l'iso, pour ceux qui font de l'iso, le ratio quadriceps jambier, OK? Et on se rend compte que chez les patients lombalgiques, ce ratio est inversé. Donc finalement, pour les ramener entre guillemets «dans une normalité», même si je déteste ce terme, ça va être plus intéressant de renforcer les extenseurs du tronc que de faire des abdos comme, heu, notre bodybuilder à droite. Hem 3e idée reçue, courir abîme les disques intervertébraux. Alors là, c'est vachement bien parce qu'en fait, on a une super étude, celle de Belavie en 2017, qui a un petit peu mis un gros pavé dans la mare, et qui finalement a comparé, 3 groupes de coureurs, 3 groupes de personnes. Alors les N sont pas extraordinaires, mais quand même, ça commence à être largement significatif. Un groupe sans course à pied, N égale 24, un groupe qui courait entre 20 et 40 kilomètres et 30, et un groupe qui courait de plus de 50 kilomètres, ils étaient 25. On se rend compte que finalement, ceux qui avaient les disques en meilleure forme, avec une meilleure composition intervertébrale, enfin du disque intervertébral, et ben c'était ceux qui couraient le plus. Donc en fait, finalement, on se rend compte que plus on court, plus notre corps va s'adapter à une contrainte. On va revenir en fin d'exposé sur la façon dans laquelle on doit courir et comment on peut courir et comment finalement certaines stratégies de course peuvent être préjudiciable par rapport à d'autres, mais j'y reviens tout de suite, vous inquiétez pas. Donc la meilleure composition, eh ben, elle est liée à des coureurs qui courent souvent. Donc peut-être que la course à pied, au regard de cette étude, serait finalement une bonne chose pour nos disques et encore une fois, peut-être pourrait être un mode de d'amélioration de notre potentiel discal. Là, ça on commence à me le dire ça quand j'ai mal au dos, mais finalement quand j'ai mal au dos, je sais un petit peu pourquoi. C'est toutes ces années de course à pied dans mon dos. OK. Pourquoi pas? L'étude de Mitchell, dans lequel a participé Belavie. Belavie, c'est un peu monsieur, je cours et je parle je parle lombalgie. On se rend compte que les coureurs d'endurance à long terme, qui est d'âge moyen, donc c'était entre 50 et 70, entre 40 et 60, présentent moins de déclin lié à l'âge de leur disque lombaire. Et les mesures de la morphologie, donc protéo, merde, les marqueurs, on va dire, de l'hydratation, intradiscale, et ben, semblaient en fait meilleurs chez ceux qui avaient couru un certain nombre d'années. Et un truc qui était intéressant aussi qu'il fallait, se rendre compte parce qu'on se rend compte que finalement on pourrait se dire: «Bah, les nageurs, ils sont peut-être un peu moins, ils ont un peu moins mal au dos que les coureurs», mais on se rend compte qu'un vieux nageur, il a une prévalence supérieure à avoir mal au dos qu'un vieux coureur. Et on se rend compte que la course à pied, finalement, par un stress répété, un stress mécanique répété bien dosé, pourrait finalement donner un corps en meilleure santé, que pas de contrainte du tout. Ne va pas courir si tu as mal au dos. Alors ça, c'est assez marrant, parce qu'on a à peu près tous extrapolé ça, en mode, «J'ai mal au dos, je vais aller courir, peut-être que ça va me faire du bien». Alors des fois oui, des fois non.
En fait, il y a quelqu'un qui s'est l'étude de Garetta en 2015, qui a sur un semi-marathon, sur n égale 777, donc 777 coureurs, on leur a demandé finalement leurs antécédents de mal de dos. 54% qui avaient déjà eu mal au dos et on leur a demandé sur ces 54%, combien finalement, enfin sur ces 420 coureurs qui avaient déjà eu mal au dos, combien en fait étaient améliorés et combien étaient aggravés par le fait d'aller courir. On se rend compte que une bonne proportion, le double finalement, est amélioré par le fait de courir par rapport à des problèmes de dos versus seulement 114. Alors c'est déjà trop, mais peut-être faudrait après diligenter peut-être une étude supplémentaire sur les 114, mais en fait, on se rend compte que finalement, les effets favorables de la course à pied pour les lombalgiques sont plus fréquents et plus favorables que les... Non, ça veut rien dire ce que je dis là. Les effets favorables sont beaucoup plus fréquents que les effets défavorables pour la course à pied en lien avec une lombalgie. Donc clairement, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, et ben, je dirais que même courir peut être même avantageux lorsqu'on a mal au dos. On va revenir un petit peu encore une fois sur comment on court. Donc, pourquoi finalement courir serait-il bénéfique en cas de lombalgie mécanique simple? Alors, on va parler un petit peu physiopathologie, et notamment physiopathologie de la lombalgie mécanique simple. Quand on parle lombalgie mécanique simple, on va trier un petit peu les patients. Et dans une grande majorité des cas, finalement, on est effectivement en faveur d'une lombalgie mécanique simple, c'est-à-dire une lombalgie, quelqu'un qui a mal au dos, sans drapeau rouge associé, et qui vient alors 1er épisode ou 2e épisode, peu importe, on est éventuellement peut-être sur une récurrence de lombalgie, mais on est sur de la lombalgie mécanique. Je me suis levé, j'ai fait un faux mouvement, j'ai mal au rein comme on nous dirait, et finalement on se rend compte, bon, bah, que c'est la majeure partie de ce qu'on a à traiter. Ce qui a été démontré, les McKenzistes seront de mon côté, mais ce qu'on appelle la MDT, on va fonctionner, c'est ce qu'on appelle par une recherche de la préférence directionnelle. La recherche de la préférence directionnelle, c'est une direction ou une posture qui va diminuer nos symptômes, ce qu'on appelle les centraliser, c'est-à-dire que si on a une douleur qui peut descendre dans la fesse, qui descend dans la jambe, qui va centraliser cette gêne au niveau du dos, et on se rend compte que préférence directionnelle, c'est ce qui doit guider notre mouvement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, enfin notre mouvement, notre thérapeutique, une fois qu'on a cette préférence directionnelle, c'est des mouvements. Alors après, il y a plein de stratégies, on ne va pas rentrer ce soir dans un bilan McKenziste, mais on a à rechercher en priorité cette préférence directionnelle. Elle a été démontrée comme quelque chose qui serait finalement le plus efficace sur une prise en charge d'une lombalgie mécanique simple. Il faut comprendre que dans la recherche directionnelle, dans la grande majorité des cas, la préférence directionnelle va être dans le sens de l'extension. C'est-à-dire que les deux petits bonhommes, madame et monsieur, ça va être cette stratégie de mouvement qui va nous diminuer nos symptômes. Alors je ferai un grand honneur à mon ami Flavio Bonnet en le citant, parce qu'il a fait il avait fait heu, il avait fait son mémoire sur finalement les prévalences des syndromes Mackenzie et les préférences directionnelles. Et il a démontré alors peut-être que pas sur une cohorte relativement importante, mais que ça confirme finalement ce qu'on voit dans la littérature, que globalement la préférence dans le sens de l'extension. Alors quelques notions sur le traitement de la lombalgie. Pourquoi finalement la majeure partie des gens vont être arrangés quand on va leur proposer une préférence directionnelle en extension? Bah, tout simplement parce que si on raisonne d'un point de vue assez pragmatique, la sédentarité augmente chez nous. La sédentarité vient du mot, heu, la racine latine, je ne sais pas le nom, sedenta, quelque chose comme ça, qui veut dire en fait position assise. Donc sédentarité égale je reste plus longtemps assis. Quand on est en position assise, on a ce qu'on appelle une contrainte en flexion. OK, j'arrondis mon dos en kyphose. Donc du coup, bah, j'augmente finalement mes postures et ma contrainte dans une direction unique et amène des symptômes lombaires. Ces symptômes lombaires, on se rend compte qu'ils sont améliorés par une posture en extension. Globalement, il faut raisonner avec un espèce de débit-crédit ou une balance qui serait, en fait en faveur ou en défaveur
des mouvements et des postures que je m'obligerai dans la journée. Et on irait d'un côté finalement, du côté, débit, ça serait ma sédentarité, mes mouvements finalement et ma posture unique dans une seule direction. Puis du côté crédit, ça va être les mouvements que je vais pouvoir faire, mes activités physiques, mon extension, les mouvements qui vont aller contrecarrer cette posture prolongée en flexion et la course à pied. Pourquoi la course à pied? Bah, tout simplement parce que quand on regarde la course à pied, c'est une activité où la majeure partie des contraintes mécaniques vont être appliquées au niveau lombaire en extension. OK? Quand je cours, c'est assez rare que je cours de façon syphotique. Donc la course à pied en exten va m'amener comment dire? Par définition, une posture de ma colonne lombaire en extension. Donc finalement, ben, ça serait peut-être une des voies qui expliquerait pourquoi finalement quand je vais courir, ben, en fait, si je vais courir une demi-heure, bah, je vais avoir finalement posturé mon dos dans une direction qui va plutôt en extension, donc qui va plutôt améliorer mes symptômes du moment. Oui, mais comment? Il faut comprendre que quand je vais courir, OK, la façon dans laquelle on court va plus ou moins impacter mes structures musculo-squelettiques et mes articulations. OK? Diminuer ou optimiser sa contrainte mécanique liée à la course à pied au niveau lombaire passe donc par un bon apprentissage qu'on appellerait d'une technique de avec, c'est là la phrase clé, un bon comportement de modération d'impact au sol. Alors, j'ai repris des slides qui ont été, largement, utilisés par, plein d'organismes de formation sur la prise en charge des coureurs à pied. Heu, c'est ce qu'on appelle la vitesse de force d'impact. À gauche, vous avez une vitesse de force d'impact qui est mesurée avec ce qu'on appelle une chaussure, OK? Et à droite, quelque chose qui est mesuré en vitesse de force d'impact, en force pieds nus. On se rend compte finalement que on va pas rentrer dans les détails. Je vais pas spoiler, certaines, organismes de formation, mais l'idée, c'est qu'ils sont différents. OK? Il y a un pic passif au niveau de votre slide gauche et il n'est pas présent sur le slide droit. Et alors, ce qu'il va falloir comprendre, c'est en quoi finalement courir comme va augmenter mes contraintes sur les zones proximales, ce qu'on appelle les zones au-dessus du genou, et la zone droite va augmenter mes contraintes sur la zone sous le genou, notamment le pied et le tendon d'Achille. En gros, on a identifié des patrons de course et des patterns de course qui vont plutôt favoriser ce qu'on appelle un mauvais comportement de modération d'impact au sol. Alors on les voit tous, hein, c'est plutôt ceux qui courent comme, notre petit bonhomme à gauche, et on se rend compte que, bah, c'est corrélé à une prise d'appui en avant de la c du en avant de la ligne de gravité, donc ce qu'on appelle l'overstride, c'est notre distance grandée, un impact au sol relativement bruyant, une grande amplitude de foulée, une cadence basse, une oscillation verticale augmentée, un temps de contact au sol prolongé. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est dans la li via la littérature, elle augmente la charge mécanique au niveau du genou, de la hanche et du bas du dos, notamment les lombaires. Et en fait, cette technique, effectivement, qui est souvent, facilitée chez le débutant, ah, il y a une petite faute, par des chaussures avec un amorti conséquent et une flexibilité. C'est-à-dire que les grosses chaussures qui amortissent bien, finalement, on a assez peu, finalement, besoin de vouloir changer cette stratégie de course parce que, finalement on sent pas, on n'a aucun feedback du sol et le pied est, dans un cocon de votre chaussure, plutôt confortable. Alors je vous rassure, hein, il y a des gens avec des chaussures confortables qui courent pas comme ce monsieur, hein. Donc peut-être que la stratégie apprendre à courir est important et auquel cas peut-être que, ça va être une stratégie payante. À côté de ça, par rapport à ces mauvais comportements de modération d'impact au sol, ce qu'on appelle les bons comportements de modération d'impact au sol, qui sont effectivement facilités par des chaussures, qui donnent plus de, pas de co qui donneraient finalement, plus de, signaux, et de feedback au pied, au sol, et eux, il s'est corrélé finalement à un overstride diminué, notre petit D, et avec une prise d'appui proche de ma ligne de gravité, un impact au sol qui est moins bruyant, petit pas, on a une cadence plus élevée, on a une faible oscillation verticale et un temps de contact au sol qui est diminué. Et donc cette technique, finalement, diminue la charge mécanique au niveau genou-hanche, mais surtout au niveau lombaire.
dans le cas qui nous intéresse ce soir, mais effectivement, ça l'augmente au niveau de mon mollet, de mes tendons d'Achille et du pied. Et cette course est facilitée, ce qu'on dirait, par des chaussures dites minimalistes. Alors, c'est pas le Graal, mais ça peut très bien être une stratégie d'apprentissage d'une course pour améliorer sa modération d'impact au sol. Typiquement, à lombalgique, vous voulez le faire courir, vous lui enlevez les chaussures, vous le faites courir pieds nus sur le parking, bah, il aura moins mal qu'avec ses grosses chaussures amortissantes dont on lui a dit que tu as mal au dos et aux genoux, prendre l'amorti sous les pieds, ça va t'améliorer les choses. Et ben finalement, c'est un peu l'inverse qu'il faudrait penser. Et malheureusement, c'est encore bien amené comme discours. Alors attendez, je regarde si mon petit truc, parce que je suis tellement content de ma petite illustration, parce que je trouve que c'est sympa. Et alors, finalement, en fait, on se rend compte que les semelles connectées qui nous permettraient finalement d'identifier certains paramètres de course, la cadence de pas, le temps de contact au sol, l'oscillation verticale, tous ces paramètres qui sont finalement corrélés à, qui peuvent être corrélés tout du moins à une bonne ou une mauvaise, technique de modération d'impact, vont être hyper intéressantes dans cet apprentissage d'une technique efficace et d'une technique protectrice pour toutes nos sphères proximales. Je rappelle, au-dessus du genou, la hanche et le bas du dos. Peut-être que ça peut être, hyper intéressant justement au cabinet d'apprendre en fait au patient à courir et de lui laisser les semelles et que lui justement voit vous faites un apprentissage avec lui. En gros, ça serait presque une éducation thérapeutique en lien avec une amélioration de sa modération d'impact au sol. En fait, on lui dit: «Bah, voilà, quand tu vas courir, peut-être que tu vois, c'est ce paramètre-là sur lequel il faut que tu fasses attention, ce paramètre-là sur lequel, tu es bon, mais voilà, faut pas que ça baisse au-dessus de temps, enfin en dessous de temps» et ainsi de suite et auquel cas lui faire courir toute la semaine avec ses semelles connectées et que lui-même se rende compte finalement des paramètres de course à utiliser et à modifier pour sa reprise de course, et ben ça peut être hyper intéressant et finalement ça vous permet de contrôler, le bon apprentissage de sa technique de course. Donc finalement apprendre à courir, ben, je pense que c'est la base en fait. Apprendre à courir par des exercices, par ce qu'on appellerait du mimétisme, des outils techniques comme on a pu le voir avec les semelles et finalement un contrôle, des paramètres mesurés par ces outils techniques. J'ai mis une étude, qui a été finalement, qui est fait par Rich Willy que ouais, qui est vraiment un de ceux que je suis le plus sur PubMed, et finalement qui a validé le fait que, utiliser, des appareils connectés bah, ça va être intéressant et c'est peut-être la voie vers une diminution du risque de blessure que ce soit, dans la capacité à identifier la charge d'entraînement. Donc ça, c'était plus l'objet de mon mémoire, mais je pense que ça peut aussi être extrapolé sur la capacité justement à modérer à apprendre une bonne technique, de course, pour diminuer son risque de blessure, notamment au niveau du dos. Mais ce que vous devez retenir en priorité, c'est que en fait, une fois quand on est progressif, quand on se blesse, c'est juste qu'on a rompu cette homéostasie avec, notre capacité à supporter de la contrainte mécanique, de course à pied. Mais la course à pied, pour moi, actuellement, elle n'est pas en lien, avec la majeure partie des lombalgiques que l'on a au cabinet, même s'ils viennent finalement et qui sont coureurs. Je prendrais comme exemple, je discutais de ça justement aujourd'hui avec un patient, que lorsque vous courez, que vous êtes, toujours pas douché et que vous téléchargez votre trace, sur Strava et que vous analysez vos coms dans le canapé pendant 1 heure et demie, lorsque vous vous relevez et que vous avez mal au dos, il va falloir être fort pour comprendre que finalement c'est pas du tout en lien avec la course à pied et c'est peut-être en lien avec, 1 heure et demie de bouse dans le canapé, qui vous a plus finalement irrité le dos que la course à pied avec vos grosses chaussures. On dit de grosses bouses même. Des grosses bouses. Voilà, j'espère avoir un petit peu aiguisé votre appétit autour de finalement la prise en charge notamment de la course à pied. Je suis ouvert à toutes les questions qui vont pouvoir nous arriver par salve.
Alors attends, est-ce que je peux me remettre? Alors je me mets en mode j'arrête mon écran, c'est ça? Hop. Hop, je me mets comme ça, hop. Et normalement on se voit. On se voit, ouais. On Ok. te voit, en fait, on te voit tout le temps. Ah, vous me voyez tout le temps? Ah ouais, Ouais. donc quand. Ah oui, j'ai bien fait alors. Ouais, faut faire attention, hein. La prochaine fois, il faudrait que je te prévienne. Ok, Non, voilà, bah on te voilà. voit tout le temps. L'idée, ça reste quand même une présentation qui est plus on va dire une grande introduction sur la vision finalement moderne du lombalgique et de la course à pied. Ouais, tout à fait. Bah, c'est déjà très intéressant. Ça donne envie d'aller courir presque. Oui, Euh, clairement. en tout cas, de mon côté, il faudra que je change mes chaussures Ah non, pour- c'est pas forcément changer les chaussures qui va compter, c'est effectivement de réussir à modérer ton impact au sol et finalement à utiliser tes chaussures, euh, quelles qu'elles soient, avec une technique qui se voudrait un peu plus protectrice. Mais encore une fois, il y a des gens qui courent très mal avec des chaussures très amortissantes et qui finalement vont pas se blesser le dos ou vont pas irriter leurs genoux parce que finalement ils ont été très progressifs et ils se sont habitués leur structure à supporter plus de contraintes mécaniques. D'accord. Donc non, pour l'instant, tu te mets à la course à pied progressif et tu changes pas tes chaussures. D'accord. Bon, on va. Est-ce que il y avait des questions ou pas? Ouais, à peu près. Non, pas du tout. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de questions, enfin, j'en ai en parallèle sur d'autres Ouais, parfait, réseaux parfait. qui sont par rapport à la course et le vélo, par exemple. Est-ce que le Ouais. vélo, il y a un lien, pas de lien avec la lombalgie ou... Alors, en fait, c'est intéressant. J'ai une étude qui validait finalement que, alors, je dirais qu'on n'est jamais très bon dans ce qu'on fait jamais. Donc, quelqu'un qui va jamais faire de vélo, qui va s'improviser cycliste parce il veut relier, il va aller rejoindre sa famille en vacances et qu'il n'avait pas capté que ça faisait un peu long. Bah, quand il arrive et qu'il a mal au dos, est-ce qu'on va incriminer le vélo ou finalement le fait qu'il soit dans une position en flexion lombaire totale pendant un certain laps de temps? Je suis pas sûr qu'il faille forcément incriminer le vélo, parce que justement l'étude, elle valide le fait que globalement les cyclistes ont pas plus de lombalgie que finalement que des sportifs sport co. Donc D'accord, je dirais que il y a pas plus de risque de faire du vélo que de faire un autre sport lambda. d'accord. Ok. Je suis même pas sûr que la technique est quand même clé dans tous les sports presque. Oui, bah ouais, ça aide quand même, c'est clair, Bah, ça aide un petit peu. c'est clair. Après, la stratégie aussi, si on doit parler un petit peu de sport, de stratégie avec ce qu'on appelle les activités croisées. Alors, je dirais que quand vous êtes blessé au niveau du dos, bah, est-ce que c'est plus, est-ce que finalement est-ce que c'est préférable de faire du vélo, de la course à pied? Bah, les études, et alors après, il n'y a rien de validé, j'ai pas trouvé d'études dans ce sens-là, mais d'un point de vue intellectuel, ça me dérange finalement assez moins de mettre quelqu'un à la course à pied que de le mettre au vélo, pour quelqu'un qui est lombalgique. D'accord, Ah, d'accord. le drop. Ah, quand même, ça c'est important. Quel est le drop des semelles? Je lis, hein, j'anticipe, Romain, je suis désolé, j'anticipe, Non, non, c'est je vois la question. Alors, le drop des semelles, je t'avoue que je n'ai pas mesuré, mais je crois qu'on est autour de 5 mm à peine. Euh, mais finalement, est-ce que le drop est important dans la modération d'impact au sol? Est-ce que finalement, le drop, comme on veut nous en parler, ça serait finalement moyen A, mieux C? Faut savoir que dans les chaussures minimalistes, on a 5 paramètres de chaussures validés comme favorisant un critère minimaliste d'une chaussure, à savoir le poids de la chaussure, la flexibilité de la chaussure, le drop de la chaussure, ce qu'on appellerait les technologies de stabilité de la chaussure, et l'épaisseur de semelle. Et chaque critère est évalué et on a une note un petit peu globale qui nous amène à avoir un pourcentage de chaussures minimalistes qui favorise, comme j'ai dit tout à l'heure, une course avec une modération d'impact meilleure. Il faut comprendre que le drop, c'est le paramètre le moins important de tous les 5 que je viens de citer. d'accord. Donc,
j'aimerais mieux la question finalement, quelle est la flexibilité des semelles et est-ce que finalement les semelles n'entraînent pas forcément, entraînent un impact sur la flexibilité générale du combo chaussures-semelles. Ça me semble plus intéressant comme question. Je suis désolé pour allopodologie qui me vient de la poser, mais en gros, vous comprenez, il ne faut pas poser de questions, sinon. j'ai attaché. Mais non, mais voilà, effectivement, la flexibilité, je pense être un paramètre un peu plus intéressant et plus important pour pour améliorer la modération d'impact au sol, bien plus que le drop. Mais vous pouvez encore poser vos questions. Hein. Et dans la prise en charge, en gros, c'est 4 mm hein, le drop sur les 4, sur les ouais. commencements. Okay. Quelqu'un vient à une lombalgie, prise en charge, repos, étirement, les deux, sport, alors, on lui fait faire un triathlon. Oui, on a vu en plus que les triathlètes étaient moins touchés que les rameurs. Non, en fait, tout va être en fait question de dosage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura trouvé la préférence directionnelle et que finalement on va avoir en fait la clinique, ce qui doit vraiment primer sur l'orientation thérapeutique, mettre entre guillemets du essai-erreur sans avoir été trop loin dans notre essai. Et que finalement, dès qu'on va tester un petit peu de pied au cabinet sur un tapis et que concrètement on va avoir une stratégie qui va cette stratégie-là va augmenter nos symptômes, bon on sait qu'on est allé un petit peu loin. Et donc pour moi je dirais préférence directionnelle en 1 et en 2 mouvement dans sa globalité plutôt dans la préférence directionnelle et activité physique qui n'augmente pas les symptômes. Si c'est de la course à pied bien dosée et avec une reprise progressive, je dirais il n'y a pas de souci particulier. Si finalement ça se appellerait ne périsse pas la douleur, c'est-à-dire que j'ai pas trop mal, mais par contre je sens que ma douleur dans la jambe elle augmente quand je vais courir. Peut-être là c'est peut-être en faveur d'une irritation de la racine, du sciatique notamment ou du crural, et peut-être que là on va se calmer et on va être un petit peu plus protecteur ou progressif par rapport à la mise en route d'une activité. Mais globalement, le repos complet, je pense qu'au-delà de 3 jours, c'est plutôt contre-productif. Et un peu de mouvement, de toute façon, ça sera bon. Vous pouvez en dire plus sur les sur les semelles connectées, là, je pense que je peux prendre la parole dans le sens où bien sûr, ouais. On est le fabricant de la solution, donc on propose des semelles connectées qui vous permettent de faire une analyse de la marche et de la course. Donc l'avantage de cette solution-là, c'est que c'est une solution où vous avez des centrales linéaires qui sont à l'intérieur des chaussures et qui vous permettent de faire une analyse de la marche soit en cabinet, soit à l'extérieur du cabinet, ainsi que la course. Vous n'êtes pas obligé de le faire ça sur un tapis de course, par exemple. Donc l'analyse de la marche dure moins d'1 minute. L'analyse de la course, on préconise 10 minutes pour que vous puissiez faire chauffer les muscles, faire une bonne accélération, une accélération pour avoir une visualisation complète du schéma de course. L'avantage de la solution, c'est que vous pouvez faire un suivi entre le bilan et l'ensemble de la rééducation, donc savoir si vous atteignez un plateau ou si vous êtes une stagnation ou une réduction en fait, au niveau de la rééducation. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez faire des comparaisons entre différentes séances de course aussi. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai mes coordonnées, comme ça vous pouvez m'envoyer un lien et je vous répondrai et je vous donnerai plus d'informations pour même faire un point par téléphone. Sachant qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment la lombalgie. Et ce que j'évoquais, finalement, ça va être un outil qui va être intéressant dans le suivi et l'accompagnement du pro de santé, du patient. C'est-à-dire que je suis blessé, j'ai identifié que finalement, en améliorant ces paramètres-là, je diminue mes symptômes. Et ouais, mais là, vous étiez à côté de moi, on était sur le tapis. Et justement, en fait, on va mettre les semelles et on apprend au patient finalement à finalement à s'auto-évaluer et à s'auto-rééduquer entre guillemets. Alors c'est du hands-off mais en conditions écologiques. Tout à fait, vous utilisez souvent le mot biofeedback, ouais. qui est un peu ouais, j'avoue. J'avoue que je n'aime pas trop cette terminologie-là dans le cadre des semelles connectées, dans le sens où c'est plus EMG que le biofeedback. Néanmoins, ça permet de prendre conscience de ce qu'on fait et de prendre action sur ce qu'on veut mettre en place. Exactement. On a Florence qui est en train de taper sa question.
Donc, on va attendre la question de Florence. Mais ouais, effectivement, je pense que les semelles restent quand même, je pense que Ne gêne jette pas, pas dans. ne gêne pas dans les chaussures. Ça va dépendre des chaussures, on va dire. Si vous allez chez votre kiné avec des chaussures de ville, Ouais. vous pouvez avoir la sensation des semelles. En temps normal, elles ne gênent pas. En temps normal, si vous avez des semelles, il faudra les enlever aussi, des semelles de confort. Et de propreté, il faudra les enlever pour mettre nos semelles. Non, ça passe, mais il est clair que si vous y allez avec vos chaussures de vélo, vous aurez un peu plus de Ouais. mal. Mais après, c'est vrai que c'est une bonne question parce que effectivement, ça va être autant dérangeant que lorsque vous sortez du podologue avec vos semelles correctrices. C'est-à-dire que quand vous sortez, vous dites ouais, non, mais je vais jamais m'habituer. Et effectivement, faut vraiment comprendre que alors l'idée, c'est que le podologue qui va vous avoir fait des semelles correctrices, normalement, le podologue, les semelles correctrices, elles sont là comme tout traitement, avec une date de début, une date de fin. Ok, c'est-à-dire que j'estime que voilà, bon, je vais avoir besoin de 3 à 6 semaines de semelles pour corriger ou améliorer, on va dire, telle ou telle posture identifiée par le podo. Et auquel cas, les semelles qui n'ont pas de correction, elles, hormis finalement une voûte plantaire un peu augmentée. En fait, ces semelles-là, finalement, oui, elles ne sont pas correctrices comme pourraient l'être celles du podologue. Nous, les semelles connectées sont plus en lien avec un contrôle et un feedback d'éléments cinématiques à améliorer dans le cadre d'une modération d'impact au sol et d'une amélioration de votre foulée au quotidien. Donc, je dirais que, en fait, oui, elles vont gêner dans la chaussure, mais parce que c'est différent. Et après, non, clairement, je suis pas sûr que ça va impacter le boulot de tel ou tel posturo à long terme. Pour ceux qui veulent des certificats de présence, je vais vous envoyer une adresse email sur laquelle vous pourrez envoyer, et on vous en fera déjà, des certificats. Ok, super. Ça valide le DPC? Non, pas encore. Mais parce que c'est pour ceux qui est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont été harcelés par les organismes DPC par téléphone? Ah bah, C'est un truc de ouf, hein. c'est un truc de fou. C'est 1 à 2 fois par semaine. Hein. Ah, c'est et puis alors, le problème, c'est qu'ils veulent vous valider le truc, mais même sur une formation placo, ça va passer, hein. Ah, oui, dans toutes les formations. Bon, j'avoue, ce soir, on n'est pas dans la formation placo, mais clairement, ça me fait halluciner. Je me dis: «Là, il y a quand même un truc où moi, j'ai pas capté. Je savais pas que je valais autant d'argent avec ma formation professionnelle». Ah, c'est impressionnant, c'est Ah, impressionnant, c'est c'est impressionnant. impressionnant. Comme quoi, C'est il y a des bons business. il Hein. y a un bon feeling. Ah, il y a un bon business, il y a un bon business. Jean-Jacques Marie, ouais, je t'avoue que là, je comprends pas pourquoi, mais bon, bref. On a la course à pied réveille systématiquement mes douleurs sciatiques à gauche. Faut-il persister? Alors justement, là, on est typiquement dans le cas clinique où, concrètement, c'est un problème de dosage, un problème de modération d'impact au sol et un problème de stratégie de course. Là, je te conseille fortement de te faire accompagner d'un pro de santé qui est un petit peu sensibilisé à cette prise en charge et que, si systématiquement la course à pied, réveille ta douleur sciatique, c'est que globalement quand tu cours, tu viens irriter davantage, on va dire éventuellement te on va dire une petite, dérangement postérieur qui vient irriter ta racine et peut-être que la meilleure stratégie, poser graduellement, ta racine à une contrainte mécanique un peu croissante de course à pied, associée peut-être à, ce qu'on expliquait, on va dire à peut-être une surcontrainte dans la correctrice de ton dérangement postérieur. Typiquement, tu vas faire des postures. Après, c'est sûr que si tu peux avoir quelqu'un qui t'accompagne au niveau Mackenzie, ça peut être hyper intéressant. Et en plus, effectivement, d'exposer graduellement ta contrainte de course, enfin ton corps à la contrainte de course, c'est ce qui va finalement repousser un petit peu ton seuil jusqu'à arriver à courir suffisamment longtemps pour estimer être guéri. Okay. On Bon. peut peut-être. Y a-t-il une dernière question sur la pose de placo?
Moi, je suis au point aussi, hein. Attention. Hein. Moi aussi. De rien, Christine, avec grand plaisir. Ah, Christine Emmanuel, oui. Bon. Écoutez, Romain, je te laisse conclure. Sur ma partie à moi, voilà, j'espère vous pouvoir un petit peu aider dans finalement à ranger un petit peu toutes ces idées reçues qu'on a sur la lombalgie et la course à pied. C'est toujours intéressant de faire le point. Qu'est-ce que dit la science sur la prise en charge du coureur, la prise en charge du lombalgique en 2020 et comment finalement on arrive à éviter de s'enfermer dans un canevas dans lequel, en gros, on a des résultats parfois, mais pas tout le temps, et que augmenter sa proportion de bons résultats, c'est déjà effectivement se mettre dans une stratégie de remise en question, et que, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de se dire ok, il y a des gens qui font différent de moi, qui ont des résultats, est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons? Et puis, peut-être confronter son point de vue et sa science et ses idées reçues, c'est sur des domaines aussi larges que la lombalgie, la course à pied, je pense que c'est ultra intéressant. Oui, en tout cas, bien merci par rapport à la présentation où tu vas sur les études cliniques aussi. C'est appréciable, je trouve, parce que c'est pas uniquement ton expérience professionnelle et ton ressenti, il y a aussi tu t'appuies énormément sur les études cliniques, donc c'est pas mal de boulot pour toi. Oui. Et je trouve que c'est appréciable je trouve ça hyper appréciable dans ce genre de webinaire où on arrive à avoir une approche clinique aussi. Ouais. Donc je te remercie, Thomas. Bon, merci à vous. Je vous souhaite bon appétit. Oui. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures, je dirais. Mais voilà, toujours un grand plaisir de pouvoir, en fait, à un moment donné, me poser sur ce que dit. Bon, j'avoue que pendant 2 jours, j'ai un peu mangé du PubMed, mais c'est toujours intéressant de remettre sur l'ouvrage. Oui, puis c'est pas si mauvais que ça. Bon. Merci Thomas, en tout cas, à bientôt. Merci, à très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.